vous propose une intervention en fait, qui s'appuie sur un travail de doctorat que je réalise en parallèle de mes missions au CAUE, mais qui s'appuie aussi sur la connaissance que j'ai acquise du territoire au travers de ces missions. Je me suis assez vite rendu compte que on parlait de bourg-centre, mais en réalité, il faudrait vraiment mettre au pluriel, enfin décliner au pluriel cette notion-là, dans le sens où, au sein du département de la Meurthe-et-Moselle, on a finalement une multiplicité de réalités territoriales, une multiplicité de formes territoriales qui sont héritées d'histoires particulières et qui, de fait, n'offrent pas les mêmes conditions de projet. Donc quand on parle de revitalisation, finalement, à la base, on ne s'appuie pas les uns et les autres, les différentes communes ne s'appuient pas sur le même existant, le même déjà là, et les mêmes ressources de projet. Donc c'est une question que j'essaie d'explorer dans ce travail de thèse. L'idée, c'est de vous proposer une lecture transversale de l'évolution de ces bourgs et de la notion de centralité au cours des 150 dernières années. Puisque finalement, aujourd'hui, on parle beaucoup de métropolisation, du lien à la métropole, etc. Mais finalement, au cours des 2 précédents siècles, la notion même de centralité a largement évolué, y compris au travers des phases successives d'industrialisation et de désindustrialisation. Le premier jalon que je vous propose de poser, c'est de se questionner sur ce qu'est le bourg-centre à la base. Alors, il y a de très très nombreux bourgs-centres qui sont hérités de ce qu'on appelait les chefs-lieux de canton, qui sont issus finalement des grandes réformes territoriales qu'on a héritées de la Révolution française, puis des réformes napoléoniennes qui ont précisé les conditions de répartition des fonctions dans l'espace, dans l'idée d'avoir une forme d'équité géographique sur l'ensemble du territoire national et une régularité dans la possibilité pour l'État d'être représenté en différents points du territoire. Donc une forme d'équilibre dans la présence des services. Cette réforme territoriale à la Révolution, elle a exploré plusieurs hypothèses de découpage territorial, dont peut-être la plus incongrue serait celle-ci. Un découpage en 81 subdivisions carrées de 70 km de côté, donc ce qui est à peu près 18 lieues. Et chaque subdivision est elle-même divisée en 9 districts de 9 cantons chacun. Bon, ça, c'est une vision assez conceptuelle de la notion d'équité de répartition territoriale. Après plusieurs hypothèses, on a finalement abouti à des découpages qui s'appuient davantage sur la réalité du territoire, sa géomorphologie, les cours d'eau, les massifs forestiers, etc. Donc là, ce que je vous propose, c'est une carte qui fait état de la réforme territoriale menée par Napoléon et qui s'appuie sur le découpage qui avait été initié au moment de la Révolution française. Et il s'agit en fait de l'ancien département de la Meurthe, tel qu'on le connaissait finalement avant le conflit franco-prussien à venir. Donc on voit qu'on a Sarrebourg, ici, on a Château-Salins, Vic, on a voilà, toute cette partie-là qui est aujourd'hui mosellane. Donc ce découpage-là, il prévoit une articulation, un emboîtement des échelles dans les relations entre bourgs, villes moyennes et villes de plus grande importance que sont les préfectures. On le note notamment dans la légende qu'on voit ici, qui est relativement explicite de ce point de vue-là. Alors la réforme napoléonienne, en 2 mots, elle a eu pour objet de supprimer un certain nombre de cantons, puisqu'en fait la manière dont ils se sont constitués à la base au lendemain de la Révolution, c'est plutôt de manière ascendante, c'est-à-dire qu'une remontée des territoires qui exprime finalement quels sont les bourgs structurants, et ça a abouti à une forme de surreprésentation dans certains territoires. On avait 2 fois plus de bourgs que dans d'autres. Donc la réforme napoléonienne a pour ambition de régulariser cette répartition décentralité.
Et donc, le bourg, le chef-lieu de canton, qui est ici, donc qui est représenté sur la carte, lui, il assure vraiment les premières fonctions de centralité. Il est centralité d'un bassin de vie, d'une société majoritairement agricole encore, et donc il organise ce territoire autour de lui. Donc pourquoi un découpage comme celui-là? En fait, c'est purement pragmatique, c'est-à-dire que l'accès à une préfecture devait pouvoir être réalisé en une journée de voyage à cheval, mais au-delà de ça, l'organisation du territoire, en fait, en dehors des grandes entités que sont les préfectures, il s'organise aussi en fonction de la mobilité. Donc, en fait, je cite un géographe qui est Jean-Yves Quay. En France, les espaces habités sont organisés en aires d'exploitation, définis par un centre. À 1 heure de marche les uns des autres se trouvent les villages. Et donc c'est ce qui fait que finalement en France, on a souvent une répartition relativement équilibrée dans le territoire de villages qui ont vocation à exploiter le territoire environnant. Et les villages eux-mêmes sont à une demi-journée de marche des bourgs qui font donc centralité de manière à pouvoir échanger, commercer ces produits qui sont issus donc de l'exploitation des ressources territoriales. Donc on voit assez nettement que ce qui conditionne l'organisation du territoire à ce moment-là, c'est la mobilité, les possibilités de mobilité. Ce que je vous propose, c'est de nous appuyer sur un travail qui a été réalisé par Valérie Joussaume, qui s'est intéressée justement à toutes ces transformations-là. Alors elle identifie la période dont on vient de parler, elle parle de l'ère paysanne. Pourquoi ère paysanne? Tout simplement parce que la société est encore majoritairement organisée autour de l'activité agricole. Ça ne veut pas dire que c'est la seule, mais ça veut dire que c'est le facteur déterminant de l'organisation du territoire. C'est une période qui est relativement longue et qui se termine progressivement au moment de la révolution industrielle. Elle nous fera basculer progressivement vers l'ère de la modernité. Donc, une ère où finalement la société, le fait sociétal majoritaire est l'industrie. Donc le fait de produire et échanger des biens. Et en Lorraine, à plus forte raison, on a une incarnation très très forte de cette transition industrielle, alors qui se déroulera en plusieurs phases et sous plusieurs formes, mais qui amènera à repenser complètement en fait la notion de centralité. Les transitions qui nous intéressent, en fait, ce sont celles-ci, qui nous font passer de l'ère paysanne à l'ère de la modernité et de l'ère de la modernité à l'ère de la noosphère, puisque ce sont ces deux transitions qui ont bouleversé de manière tangible le territoire. En Lorraine, les facteurs de changement principaux, donc l'industrialisation du territoire et aussi, il ne faut pas négliger le rôle de la guerre franco-prussienne dans les transformations fondamentales qu'on connaîtra en Lorraine, notamment dans des redécoupages territoriaux, mais aussi dans des enjeux de représentation dans cette zone frontalière. Donc comment est-ce que la notion de centralité est modifiée par l'ère de la modernité? Donc c'est ce que je vous propose de regarder. Alors dans un premier temps, le conflit franco-prussien qui aboutit au redécoupage de nos deux départements que sont la Moselle et la Meurthe-et-Moselle. Donc le département qu'on voyait tout à l'heure, plutôt centré autour de Nancy, on voit que finalement il est redécoupé. Donc ici on a la nouvelle frontière, qui est non seulement une limite départementale, mais aussi une frontière nationale pendant toute la période de l'annexion, et puis la nouvelle Moselle, qui donc récupère un certain nombre de territoires plutôt à l'est de Nancy, et puis la Meurthe-et-Moselle récupère en son sein, retrouve en son sein plutôt les territoires du Long-Guyonnais et le bassin ferrifère et l'industrie sidérurgique. Alors, cette carte-là, c'est donc une carte ancienne qui localise l'ensemble des concessions de mines et les activités de métallurgie. Donc, on voit assez bien, donc en orange, les mines de fer, et en jaune ici, ce sont les mines de sel. Donc, tout le bassin salique autour de Château-Salins. On voit, en fait, à la manière dont le découpage passe
de manière à peu près équilibrée au milieu de ce bassin sidérurgique, qu'en fait, c'est l'un des enjeux essentiels du traité signé en 1971, c'est la répartition des ressources minières ou autres. Il y a aussi la question des bois qui a fait l'objet de beaucoup de discussions et qui donc a positionné un trait qui a été discuté très, très âprement et qui permet donc à la France et à la Meurthe-et-Moselle de fait d'avoir sur son territoire un certain nombre de concessions minières. Et ce sont ces concessions qui vont générer une nouvelle forme d'urbanisme dans le nord du département. Alors aujourd'hui, le territoire, on le lit à travers ce sillon lorrain qu'on identifie assez nettement et puis qui aboutit à Luxembourg au nord. Mais en réalité, on peut aussi s'intéresser à tout ce qui, au blanc de la carte, hein, c'est comme ça qu'on appelle ça, pour comprendre un peu plus finement dans l'espace comment tout ça se matérialise. Il y a une première phase d'industrialisation qui prend plutôt la forme d'un renforcement d'un maillage territorial existant, notamment un certain nombre d'industries textiles, de manufactures, tout ce qui relève également de la transformation alimentaire, les brasseries qu'on retrouve souvent à proximité immédiate des bourgs-centres. Quelques exceptions sur l'industrie chimique, on a l'exemple de Solvay à Dombasle, où là on a une création presque ex nihilo d'une entité territoriale à proprement parler, mais en fait, ce dont on s'aperçoit, c'est que le développement industriel s'appuie sur la trame existante. En fait, ce dont on se rend compte, c'est que l'implantation de la manufacture à quelques distances du bourg, pour des questions tout simplement de topographie, d'espace, de capacité de déploiement d'une activité industrielle, en fait, a modifié l'équilibre du centre, et l'ensemble des services qui étaient plutôt initialement concentrés ici ont progressivement glissé vers la manufacture, y compris avec la création de logements ouvriers dans cette partie de la commune. La seconde phase d'industrialisation, qui correspond plutôt à l'activité sidérurgique et industrielle, elle se déploie de manière différente sur le territoire et aussi souvent de manière beaucoup plus spectaculaire, puisque les enjeux ne sont pas les mêmes. Alors j'ai l'exemple par exemple de Pienne, dont l'évolution démographique est assez symptomatique, d'une part des conflits qu'a connu le territoire, mais aussi de l'effondrement de l'activité minière à partir des années 70. Alors Pienne, même chose, même procédé de représentation, en noir ici, les deux petits points que vous avez correspondent à ce qu'était Pienne en 1870. Donc à la fin du XIXe siècle, Pienne était un village et un hameau. Et en fait, la découverte de ces puits de mine, enfin l'ouverture de 4 puits de mine sur le banc communal a généré cette forme d'urbanisation assez particulière, assez morcelée, puisqu'on va créer le logement au plus proche du puits de mine, de manière à ce que l'écosystème industriel soit optimisé. Et donc on se retrouve avec des formes urbaines morcelées, éclatées, on pourrait dire, où on retrouve finalement une multiplicité de polarités. Et alors ce qui fait polarité, c'est l'activité commerciale qui se situe plutôt en partie nord de la commune, ou les équipements qu'on va retrouver ici en partie sud, proche de la voie ferrée. Et donc la logique là d'urbanisation, ce que je vous expliquais, c'est qu'en fait c'est la localisation de la ressource en sous-sol qui génère une urbanisation en surface. On est complètement à rebours de la logique au cours de l'ère paysanne où c'est la mobilité à la surface et la capacité à exploiter un territoire qui génère une urbanisation. Ici, en fait, c'est véritablement la ressource en sous-sol et la localisation des puits de mine qui va conditionner l'urbanisation du PIO. Donc aujourd'hui, par exemple, Pienne, qui est dans cette démarche de revitalisation, finalement, elle n'a pas un centre à revitaliser, elle en a plusieurs. Donc on commence à comprendre que finalement, les enjeux, les problématiques auxquelles sont confrontées les communes en Meurthe-et-Moselle sont assez différentes les unes des autres. Il y a une vraie diversité.
On a exactement la même logique à Tuquegneux, qui est illustrée ici. Le noyau historique de Tuquegneux se situe ici, en partie sud de la commune, et aujourd'hui c'est une commune qui est en fait tendue sur, si ma mémoire est bonne, c'est 7 km, et structurée par des cités ouvrières, une centralité nouvelle qui a émergé dans les années 70, et des polarités équipées réparties au plus près des habitations. Donc même chose, Tuquegneux aujourd'hui, le travail qui doit être mené doit l'être sur plusieurs polarités. Alors on arrive à Joffre, au Mécourt et au Bouet. Ici, on n'est non plus sur la question des mines et de la ressource en sous-sol, mais pour autant, on est sur une forme d'urbanisation là aussi assez spectaculaire. Donc là, c'est la carte d'état-major en 1870. Et voilà l'urbanisation aujourd'hui. Donc Joffre, au Mécourt et au Bouet qui sont massés le long de l'Orne. Et aujourd'hui, l'état actuel avec une production extrêmement importante de logements ouvriers. Alors vous voyez que sur la carte qui restitue l'évolution morphologique, donc les 3 noyaux sont identifiés ici, et en fait la plupart des zones urbanisées de ces 3 communes ont été créées au tournant entre le 19e et le 20e siècle. La logique d'implantation, malgré tout, résulte de la localisation de la ressource, puisque c'est la ressource en eau, et puis la possibilité de s'implanter sur un site qui permet le développement de cette industrie-là. C'est aussi le faisceau ferroviaire qui va permettre d'acheminer la matière première et le produit fini. Mais on comprend que c'est une autre logique. Malgré tout, si on devait faire des catégories peut-être un peu caricaturales, mais encore une fois, ça permet de comprendre les phénomènes. En fait, l'organisation du territoire au cours de l'ère paysanne, qui est relativement régulière et aussi relativement facile à comprendre, là, dans le nord du département de la Meurthe-et-Moselle, on est sur une typologie beaucoup plus dispersée, difficile à lire, difficile à hiérarchiser également, puisqu'en fait, c'est l'activité industrielle qui a amené le développement et non pas le rôle au regard d'un bassin de vie. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, finalement, déterminer quelles sont les polarités structurantes dans le nord du département, c'est beaucoup plus complexe que dans le sud. Et quand on observe le SCOT nord, on lit assez facilement cette difficulté en analysant la légende notamment et le rôle qui est attribué à chaque entité territoriale. Donc là, en fait, dans l'aire proche de Joffre, au Bouet, au Mécourt, on a également Tuquegneux qui est pas très loin, Trieux, Pienne n'est pas si loin non plus, et donc on a plusieurs polarités qui se revendiquent structurantes et qui peuvent être considérées comme telles, mais elles ne le sont plus au regard d'un bassin de vie, elles le sont davantage pour elles-mêmes. Il y a un élément qui détermine finalement la trajectoire dans laquelle se trouvent aujourd'hui plusieurs communes, c'est la question économique. C'est-à-dire que cet hyper-développement industriel a fabriqué une forme d'hégémonie économique sur un territoire, ce qui a constitué à un moment donné une grande force, mais qui constitue aussi finalement une grande fragilité lorsque une désindustrialisation s'amorce. Et puis en parallèle de cette désindustrialisation, il y a un phénomène de métropolisation qui est encore en cours aujourd'hui et dont possiblement on n'a pas fini d'identifier les effets, mais c'est relativement concomitant et c'est notamment dû au fait que d'une part on passe d'une société majoritairement orientée sur l'activité industrielle à plutôt une société orientée sur les services. La question de la mobilité individuelle qui reste déterminante dans le procédé de métropolisation, qui est, elle, liée au développement des infrastructures qui permettent cette mobilité-là. Donc on parle notamment des autoroutes, et puis la transformation et la relocalisation de l'industrie. Donc finalement, si on reprend notre schéma de tout à l'heure, qui est issu donc des travaux de Valérie Joussaume, l'ère de la modernité
qui s'organisent autour de l'activité industrielle passent progressivement à ce dans quoi on serait plutôt aujourd'hui, qu'elle nomme l'ère de la noosphère, et plutôt organisée autour de la connaissance, de l'échange des idées, etc. Alors, bien entendu, c'est pas parce qu'on passe d'une ère à une autre que ça efface les autres composantes de la société. Simplement, ce sont des équilibres à l'échelle de la société qui sont revus. Et donc, si on regarde la traduction spatiale que ça génère, finalement, la troisième étape, c'est principalement celle d'un changement d'échelle. C'est-à-dire que ici et là, on pouvait encore appréhender le territoire à l'échelle d'un bassin de vie, ici régulier, ici plutôt irrégulier. Ici, le bassin de vie change complètement d'échelle, puisqu'il n'est pas rare aujourd'hui d'habiter à une limite du département, de venir travailler à Nancy, ou d'habiter dans un autre département et de venir travailler à Nancy. En tout cas, on change d'échelle dans la manière de pratiquer le territoire. Et cela est dû à nouveau à la mobilité. On dit souvent qu'on est dans une ère de la mobilité, en voilà l'illustration. Donc finalement, l'objectif de cette démonstration, c'est pas tant de se demander si c'est bien ou c'est mal, simplement ce sont des transformations qui ont eu cours, qui ont cours, et la question c'est comment, à partir de ça, on peut construire un projet. Puisqu'on se rend bien compte qu'il y a un certain nombre de conditions qui sont en fait structurelles et qui dépassent l'échelle d'action des communes. Et donc c'est aussi la raison pour laquelle finalement il me semble moins important de réfléchir de manière collective aux transformations à venir du territoire dans sa globalité. Il est extrêmement important de penser de manière globale le projet, mais aussi de tenir compte des grands enjeux contemporains auxquels nous faisons face. Donc, pour ne citer que l'urgence climatique, les enjeux environnementaux, une forme de fracture sociétale. Et au regard de tout cela, donc on peut vraiment se demander quelle est la suite. Et au regard de tout cela, s'interroger sur le devenir de ce sillon lorrain et si les petites centralités étaient considérées comme un socle de la hiérarchie urbaine et non plus comme la queue du train qui suit péniblement une dynamique métropolitaine. Quelles sont les conditions finalement de cette recomposition territoriale? Quelles sont les conditions de projets à mobiliser pour que ces petites centralités deviennent effectivement le socle du maillage territorial? Eh bien, il y a un certain nombre de questions sur lesquelles il sera important de se positionner de manière collective, que sont la mobilité qu'on a abordée, mais aussi la composition de la société, quelle est l'économie, quelle forme d'économie pour nos territoires, comment prendre en compte leurs ressources latentes, et puis bien évidemment les questions de cadre de vie et d'attractivité. Voilà, je vous remercie pour votre attention.